Bonjour, je m'appelle Aminata et j'ai la chance d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 magnifiques chroniqueuses. Nous avons Solange. Hello Solange. Hello Ami, ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va, merci. Salut Izzy. Coucou tout le monde. Ça va bien? Salut Ami, ça va? En forme? En forme. Yes. Le retour de notre convalescente. Comment vas-tu, Kiné? Très heureuse d'être là parmi vous. Vous m'avez manqué. Bon, j'espère que les débats vont pas te Secouer. Non, je vais être très calme, je vais être à l'écoute. Ouais, on verra. On verra quand on va aborder la thématique du jour. Et toi, Karima? Ça va, Ami, ça va. Ouais. Ça va très bien. En forme? Oui, en forme. Alors, c'est bien que vous soyez toutes en forme parce que ce matin, nous allons parler de misogynoir. Non pas de racisme, non pas de sexisme, mais bien de misogynoir, qui est la contraction entre misogynie, qui est du sexisme, hein, puisque c'est la haine des femmes, et de racisme anti-noir, anti-femme noire, qui permet d'avoir un terme qui regroupe en fait ces réalités et qu'on appelle misogynoir. Moi, c'est un terme que j'ai découvert en suivant les afroféministes qui mettent l'accent sur les intersections. Et effectivement, force est de constater que, en tant que femme, on subit un racisme spécifique à notre genre. Et moi, j'ai 2 cas que je vois régulièrement, 2 femmes que je suis et dont je vois que régulièrement elles sont victimes d'attaques racistes, misogynes. C'est bien sûr Aya Nakamura, parce qu'il y a une polémique depuis quelques jours sur sa participation au JO en tant que chanteuse et chanteuse française qui va reprendre une autre chanteuse française. Mais ça fait scandale parce que c'est la chanson d'Edith Piaf et donc une jeune femme noire ne peut pas visiblement reprendre cette chanson alors que c'est quand même l'artiste, tout genre confondu, qui est le plus écouté à travers le monde. Ouais. Donc c'est juste incroyable cette polémique. Et puis il y a une autre que je suis aussi régulièrement et qui subit aussi beaucoup d'attaques de ce genre, c'est la journaliste féministe et antiraciste Rokhaya Diallo. Ah oui. Donc voilà, ce sont 2 exemples parmi tant d'autres, ce sont 2 personnes connues, mais nous on n'est pas connus, on a peut-être, vous me direz si vous avez déjà subi ce genre de cas. En tout cas moi, j'en ai à l'appel des exemples malheureusement, en ayant grandi et vécu en France pendant 35 ans, et j'ai connu quand même pas mal de cas de misogynoir, même si à l'époque c'est un terme qu'on ne connaissait pas forcément, hein. Je crois que c'est apparu il y a quelques années seulement. Mais c'est une réalité qui existe depuis longtemps. Alors, de votre côté, les femmes, parce que vous êtes 4 femmes noires, est-ce que vous avez déjà subi ce genre de racisme mêlé à du sexisme? Je vois les regards là qui pensent loin. Il faut parler parce qu'en off, là, il y avait beaucoup de langues qui se déliaient là. Non, mais moi je dirais pas indirectement, mais... pas indirectement ou pas directement? Pas directement. Indirectement, oui, mais pas directement. De façon frontale. Voilà, c'est ça. Okay. Et c'est vrai que, bon, après aussi, c'est peut-être parce que je ne suis pas exposée aussi. Bon, après, je veux dire, ces personnes-là... C'est sûr que là, ouais, elles sont exposées sur les réseaux sociaux. Voilà, elles sont très, très exposées. Il y a ça. Et c'est vrai que, bon, là, si on parle de misogynoir, tu vas y arriver. de misogynoir, voilà. Je m'étais dit que je n'allais pas le dire. Hein. Pourquoi tout ce qui concerne les femmes, c'est compliqué à dire, hein. Misogynoir. Ouais. On peut faire simple, non? Vas-y. Hein? On peut dire juste du racisme envers les femmes noires. Il ne faut pas passer par... C'est pas trop long de dire à chaque fois du racisme. Oui, mais voilà. Après, c'est vrai que j'ai peur qu'il y a des gens qui se l'approprient et que voilà, qui se disent ouais, misogynoir, que c'est pas vraiment le cas. Bon, c'est ça, c'est du racisme envers les femmes noires, envers les femmes connues, envers les femmes qui font des choses, qui veulent faire avancer les choses. Et ça, c'est, je veux dire. Là, on a l'histoire d'Aya Nakamura. Hein. J'ai pu aller faire un petit tour sous les réseaux quand j'ai vu ça passer de toutes parts. Et c'est là que j'étais quand même assez choquée de voir ces noms remonter, de voir les... Bon, j'ai fait un petit tour aussi dans les commentaires. Ouais. Et j'étais quand même assez choquée. Et la question que je me suis posée, c'est, que je vois partout d'ailleurs, est-ce que en face à face, ces personnes auraient osé
dire ce genre de choses. C'est quand même assez... Déjà, on a un élément de réponse, parce que en fait, il y a un collectif, je ne sais pas si Karima, tu as vu ça, il y a un collectif raciste qui s'appelle Les Natifs en France, qui a écrit une très grande banderole pour dire ici, on n'est pas à Bamako. Parce que on n'est pas au marché de Bamako. Ouais, au marché de Bamako. Mais ces gens-là n'ont pas montré leur visage. Donc, tu as un élément de réponse, puisque ça veut dire que déjà, ils n'assument pas leurs propos. Mais je trouve que, aussi, généralement, il faut mettre tout ça dans le contexte que partout dans le monde, il y a une vague de conservatisme, il y a une vague de vraiment l'ultra-droite. Ouais, comme ça, vous dites ça en français. En Europe, ça... Partout, mais partout. Partout. Ouais. Je pense que même ici en Afrique, on vit ça vers un retour aux valeurs fondamentales et tout, et un manque de tolérance. Tout à fait. Partout. Oui, et je pense que les victimes de ça sont toujours les gens qui sont plus à les intersections d'identité. C'est les femmes noires, c'est les femmes qui viennent de situations pauvres. Oui. Mais c'est exactement ça, puisque là, tu as vu qu'en Gambie, ils veulent rétablir le droit à l'excision. C'est ça. Donc, c'est bien ça. Femmes noires, femmes vulnérables. Et c'est toujours la personne qui va subir le plus, qui va sentir le plus quand il y a ces vagues. Parce qu'on devient vraiment je ne sais pas comment on dit ça, des cibles très évidentes. Tout à fait. Mais déjà, la femme noire à travers le monde, c'est l'être le plus discriminé et qui subit le plus de violence. La femme noire, c'est vraiment le statut le pire qu'on puisse avoir. Donc si en plus tu es pauvre et que tu viens d'un... C'est ça. Il y a un livre qui a été écrit dans les années 60 de Noirs américains, parce que les féministes noirs américains, il y avait un grand mouvement qui ont clairement identifié ça depuis, je pense que même les 19e siècle. Ah, oui. Parce qu'à cause de l'esclavage, on a vécu un esclavage différent que les hommes. Et il y a une femme qui a écrit un livre qui est vraiment magnifique, qui a dit « Tous les hommes sont noirs et toutes les femmes sont blancs, mais moi je suis là. » Parce que c'est pour vous dire qu'en fait, quand on parle de femmes, on veut toujours parler d'une femme blanche. Quand on dit que c'est une femme, tu vois, une femme est rentrée, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on parle de femme blanche. Ça devient que les femmes noires est actuellement invisible. Mais on est invisible. Dès qu'on doit se manifester, c'est là où ça devient un problème, parce qu'on te demande d'être féministe, mais si tu vas être féministe, c'est derrière de politique des femmes blanches ou des c'est pour ça que le terme afroféminisme est sorti, parce que les féministes noires ne se reconnaissaient pas dans le combat féministe blanche qui ne prenait pas en compte justement ces autres réalités. Et puis, pareil aussi dans les années 60, dans tout ce qui était les guerres pour les droits des Noirs. Par exemple, on adore les Black Panthers, on adore tout ça, mais il ne faut jamais oublier que quelqu'un comme Angela Davis, qui a défendu les Black Panthers, c'était une afroféministe, de première part. Tout à fait. Tu vois, et toutes les femmes qui étaient leaders dans cette situation, mais ils vont te raconter, si tu lis bien leur biographie, ils vont te raconter ce qu'ils ont survécu comme des femmes. Comme les femmes, c'est la première féministe que j'ai lue, moi. C'est ça, les violences, les viols aussi, et subies par des hommes noirs. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas décrire, on ne veut pas dire, voilà, c'est un homme noir qui fait ça, parce qu'on on les protège. On les protège parce qu'on sait que la société va venir après eux. Tu vois, que ça va impacter. C'est ça. Il y a des gros débats là-dessus, en France, en tout cas chez les afroféministes. Justement, il y a une fille qui avait écrit un article magnifique sur ce phénomène. C'est-à-dire que nous, les femmes noires qui subissons le plus de violence, on doit encore protéger les hommes noirs qui nous violentent. C'est ça. Et donc, c'est vraiment un espèce de déchirement, parce que comment tu fais avec ça, quoi ?
Exact. C'est très compliqué. Mais ce qui est bien, je trouve, ce qui est positif, c'est qu'il y a une prise de conscience de la jeunesse. Par exemple, ma fille actuellement est à Paris. Elle a quel âge ta fille? Elle a 23 ans, elle va vers ses 24 ans. Et au niveau gynécologie, par exemple, là, il y a des gynécologues, il y a des médecins qui prennent en compte aussi la spécificité de la femme. Ça c'est très récent. C'est très récent, c'est incroyable. Mais c'est génial. Donc, pendant des années, ça a été dans la souffrance parce qu'on ne prenait pas en compte nos différences. En fait. Consulter une femme noire, c'est pas la même chose que consulter une femme blanche. D'autant plus que quand le médecin part avec des idées reçues, comme quoi on supporte plus la douleur, là on touche à... Ça, j'ai oublié ce terme-là, ça m'échappe. Parce qu'effectivement, dans les hôpitaux et dans le monde médical, beaucoup de femmes noires, en tout cas racisées, non blanches, ont connu des violences spécifiques. Oui, c'est ça. Parce que justement, tu encaisses mieux la douleur. Soi-disant. Ah oui, je l'ai vu. Et toi, tu vois que ta fille, elle a accès aujourd'hui à une médecine beaucoup plus adaptée, quoi. Non, là, elle est tombée sur une gynécologue noire. Là, par exemple, tous ces patients, c'est quasiment à 80% de femmes noires qui découvrent, qui se voient vraiment... On leur donne des réponses, on leur donne des explications par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent par rapport à leurs particularités, parce qu'on est différents. Et cette différence-là, maintenant, commence à être intégrée, on arrive à en parler et à nous traiter. Et ça me soulage. C'est bien parce que c'est une petite note d'espoir, parce que moi, je me dis toujours, ma fille qui a 11 ans, est-ce qu'elle va vivre des choses différentes des miennes? Et souvent, quand je vois justement des cas comme ça, de misogynie noire, et je me dis, mais au secours, si demain, dans 5 ans, 6 ans, elle veut rentrer en France faire ses études, comment elle sera traitée? Donc là, il y a une petite lueur d'espoir, ça fait du bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on appelle ça misogynie noire en France, aux États-Unis. Mais nous qui vivons ça ici au Sénégal, comment on appelle ça? Bonne question. Est-ce qu'on le vit justement ici quand même? C'est ce que je voulais savoir. Je trouve que quand même, il y a une différence. Je ne sais pas quand tu es une femme, comment les hommes te perçoivent. Tu vois, mais il n'y a pas le noir. Pas parce qu'on est noir par contre. C'est anti-femme. Il y a peut-être la misogynie, mais pas... c'est plus du sexisme, tu vois. Voilà, plus du sexisme. Du sexisme, ou bien peut-être qu'on le vit, mais entre nous-mêmes en fait. Entre nous-mêmes. Entre nous-mêmes, on le vit. Parce moi, je crois que oui. Ça peut même aller plus loin. Misogynie noire, mais à peu près noire. Peut-être entre nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas se mentir. Tu parles de colorisme, là? Je parle là, je vais peut-être un peu ramener le débat au colorisme. Mais il est vrai que même là, et moi, je n'ai pas connu ça, en tout cas, en France, au travers des personnes noires que je fréquentais, en tout cas, par mes amis et mon entourage noir. Je ne parle pas de la famille ni autre. Je n'ai pas connu ça. Cette forme de je ne sais pas si je peux dire colorisme, mais cette forme de mettre en avant une personne qui a un peu plus le teint un peu plus clair que le teint un peu plus foncé. Mais c'est vrai qu'ici, en Afrique, par contre, ça peut exister. C'est une forme de misogynie noire dans le misogynie noir, en fait. Donc, misogynie à qui serait le plus noir. En fait, voilà, des degrés. Voilà, des degrés. Parce que c'est vrai qu'ici... Des gens qui sont déjà discriminés. Ils sont déjà discriminés, mais dans certaines familles, on ressent encore dans le noir mais la discrimination de qui sera plus noir. À 5 enfants, mais celui-là est plus noir que celui-là, donc cette préférence. Non, mais c'est ça le problème. C'est vraiment un phénomène qui est ancré. Ça va être très, très compliqué, Ami, pour revenir à ce que tu disais par rapport à nos enfants. Ça va être très, très compliqué. Il y a noir qui est plus noire que moi. D'ailleurs, elle est devenue beaucoup plus noire depuis qu'on vit en Afrique. Oui, ça la questionne beaucoup. Mais nous tous. Elle fréquente beaucoup de métis, en fait, ici, sur la petite côte. C'est ça. Et il a vraiment fallu que je fasse un travail sur tu es super belle. Et quand tu es toute seule parmi tes copines qui sont métisses, on te remarque parce que tu es belle. Et la dernière fois, la fille là, aux cheveux courts là, qui sur les réseaux là. Mais je lui ai envoyé direct. C'est ça. Parce que je lui dis, mais tu vois cette beauté, la fille, elle est c'est noire. grave. C'est grave d'avoir à vivre ça en Afrique. Je trouve que c'est grave. Moi, je me dis,
déjà, moi, je me dis, depuis que j'ai fait le choix de rentrer en Afrique, déjà, je me trouve à ma place parce que ce que vous me racontez, professionnellement... Parce que toi, tu es métisse. Moi, je suis métisse. C'est clair de peau et métisse. Pour ceux qui nous écoutent voilà, je suis métisse, donc vraiment un papa blanc, on va dire européen, caucasien, et une maman noire, africaine et tout ça. Ouais. Et je me sens bien en tant que métisse parce que les métisses qui disent « Ah, moi, je me sens noire », l'autre dit « Moi, je me sens blanc ». En vrai, c'est un cheminement et ça dépend de ton vécu. Si tu as vécu plus en Afrique, plus en Europe, avec des parents qui étaient eux aussi à te donner vous avez déjà traité, je pense, ce sujet de culture et tout ça. Donc moi déjà, ça a été un cheminement déjà de savoir qui je suis, comment je me sens. Donc moi, je dis toujours, je me sens métisse. D'accord. Mais j'ai grandi en Afrique. Je parle une langue africaine. Donc je me sens quand même un peu plus africaine. J'ai choisi de revenir en Afrique parce que j'y ai grandi et je me dis, mais heureusement. Parce que moi, la misogynie noire, on va dire, je l'ai vécue, comme tu dis, mais indirectement en France. Parce que j'y suis arrivée quand j'avais déjà le bac, etc. Donc j'ai fait mes études, patati patata. Et en fait, au début, donc moi j'ai un nom de famille africain et un prénom africain. En vrai, Solange, mais même pas sur mes papiers. Parce qu'à l'époque, pour la petite histoire, au Congo, ex-Zaïre, le président Mobutu avait fait sauter tous nos prénoms chrétiens et on avait des prénoms animistes, donc des prénoms africains. Donc mon vrai prénom sur les papiers, c'est Zouba. Ça veut dire soleil. Wow, moi aussi, mais malheureusement, on m'a jamais appelé comme ça. C'est beau. Tu vois? Zumba. Et pas Zumba. Zouba. Et en plus, faut pas dire, je me suis fait reprendre, il ne faut pas dire Zouba, B comme ça, il faut dire Zouba. Le B doit être soufflé. Ça veut dire soleil. Ah, les Congolais, là, ils ont trop cette... Mais moi j'adore cette langue. En fait, c'est un prénom rwandais, par contre. C'est un prénom rwandais, parce qu'on est d'origine... Ma mère était d'origine rwandaise, mais comme le président du Congo à l'époque, parce qu'on était donc... Ma mère était exilée au Congo à cause des problèmes politiques au Rwanda, on était obligé d'avoir des prénoms africains. Donc, il y en a qui ont des prénoms congolais qui sont très beaux, comme Elikia, par exemple, qui veut dire espoir et tout. Il y a de très beaux prénoms congolais. Et nous, on avait des prénoms rwandais. Donc, sur mes papiers, il y a écrit mon nom de famille et le prénom Zouba. Donc, on n'a pas mis Solange. Première chose. Donc, quand je suis arrivée ici au Sénégal, j'ai fait mes études en Guadeloupe, aucun problème. Arrivée en France, sur mon CV pour travailler, ben moi, en vrai, je n'allais pas mettre Solange parce qu'après, si on me demande ma carte d'identité, on va voir qu'il n'y a pas Solange. Donc, je mettais mon nom, mon prénom. Et moi, j'ai toujours une nationalité africaine. J'avais la nationalité congolaise et maintenant j'ai la rwandaise. Je n'ai aucune nationalité européenne. Voilà. Et puis, donc, je postulais donc mon nom, mon prénom africain, nationalité congolaise, nanana. J'habitais pas dans le 93, ça passait encore. Heureusement. Voilà, ça allait rajouter. Voilà. Et donc, à chaque fois que je postulais, que j'allais en entretien, j'étais prise. Donc, moi, je luttais, je disais, bah non, il n'y a pas de racisme, en fait. Et un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais en fait, toi, tu as toujours été prise à des postes où le fait d'être africaine passait. Parce que j'ai travaillé en back-office, donc là, on ne me voit pas. Et après, quand j'ai fait mes études et que je suis devenue responsable d'une agence d'aide à domicile, mais en fait, on m'a prise parce que j'allais employer des Africaines. Donc, ça passait bien. C'est après, avec le temps, que j'ai dit, ah, mais non, mais ça, en fait, c'est facile. C'est parce que tu es à ta place. À ma place. Voilà, parce que j'allais mieux comprendre les femmes africaines. On considère que tu es à ta place. Voilà. Exactement. Et puis le côté clair, justement, comme on a parlé là-bas, ça passait bien parce que quand j'allais voir les personnes âgées et leurs enfants et que je leur disais, je vais vous mettre une auxiliaire de vie, ils me disaient, oh Solange, est-ce que ça pourrait être vous et tout? Je dis, ben non, ce sera pas moi je suis au bureau, mais ce sera Fatou ou Aminata, justement. Parce que maman, elle n'est pas trop habituée. Je dis, ben elle va s'habituer, ça va bien se passer. Et alors, voilà, c'est là que j'ai compris en fait un petit peu ce que c'était que la misogynie. Mais c'est rigolé parce que moi j'ai une copine qui est camerounaise, donc très claire de peau, un peu comme toi d'ailleurs. Et elle a un prénom et nom à particules, très français. Donc, quand tu l'as au téléphone, je ne dis pas son nom parce que c'est pas un truc, bah, tu te dis, waouh, elle vient du 16e, c'est une de la machin et tout, c'est nickel. Et à chaque fois qu'elle se pointait en rendez-vous, en entretien, douche froide. Ah ouais. En plus, elle, c'était une Camerounaise, mais elle était à fond dans la culture camerounaise. Ah ouais. Tous les rites, les machins, elle était à fond là-dedans, donc c'était très drôle ce décalage. Et donc, elle, c'est vraiment aux entretiens que, voilà, quand même, tu sais, on t'appelle et puis... On te trouve pas, quoi. Ouais, parce qu'on s'attend pas. C'est ça. Avec ton prénom, ton nom, voilà. Et moi, donc, je luttais à l'époque. Je disais, ben non, moi, avec mon nom, ma nationalité, je suis prise et tout. Mais après, on réfléchit, je dis, mais non, mais t'étais prise parce que ça. Et après, là, quand j'entends tout ce qui se passe et tout, parce que je suis encore les infos françaises, vu que j'ai 2 fils là-bas, sinon, je pense que je suivrai plus trop. Hein.
les infos là-bas. Moi, c'est pareil. Hein. Et ben, je suis et tout. Et quand je vois ça, je me dis, mais heureusement que je suis partie, parce que si j'avais vécu ça, j'aurais eu beaucoup de mal. Et puis nous, il faut savoir, c'est violent. Les métis, les femmes métisses aussi, il faut savoir que c'est compliqué, parce que on va te dire, ah mais toi c'est différent parce que tu as le nez fin. C'est ça. Ah mais toi c'est différent parce que... Mais il n'y a pas de différence dans le racisme. Soit tu es raciste, et comme je leur disais là-bas, parce que j'avais une situation où j'ai dit à la personne, soit tu es raciste, tu l'assumes, ça ne me dérange pas, mais fais pas semblant de ne pas être raciste. C'est le seul truc. Ou bien justifier pourquoi, c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que justifier pourquoi tu penses comme ça. Parce que moi, je suis une exception. Exactement. Et je pense que c'est ça que le misogynoir essaye de te faire, c'est que tu dois rentrer dans l'exception. L'exception parce que tu es plus clair, l'exception parce que tu parles comme ça. Et si tu rentres comme ça, peut-être on va te épargner d'un peu de cette misogynoire. Mais si tu refuses de le faire, parce que tu ne sais pas, tu ne peux pas. Mais parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas. C'est impossible pour éviter qui nous sommes, n'importe comment on arrête. Mais si tu ne peux pas, c'est là où c'est vraiment une guerre. Tu vois, c'est une guerre psychologique. Je trouve que les gens ont devenu très raffinés, c'est moins physique. Tu vois, les gens qui font des guerres physiques, c'est même, mais c'est vraiment, c'est psychologique, c'est des petits commentaires. C'est quand tu vas quelque part, une chose qui m'étonne, c'est que jusque-là, les gens n'ont pas de problème pour te faire comme ça. Tu vois, en 2024, te regarder d'une façon comme ça. C'est ça qui m'étonne. Et je trouve aussi ce que ça fait, c'est que ça peut créer entre femmes noires, surtout qui ne se connaissent pas, qui sont dans ces milieux, une concurrence. C'est ça. Parce qu'on se comprend qu'il faut qu'il y ait la place est limite, aucune de nous deux peut être là. Sur quel intérêt on a pour des êtres de sœurs? Mais justement, Aya Nakamura se fait lyncher par les hommes noirs et les femmes noires. C'est quelque chose que je n'arrive pas à totalement. Et c'est des mêmes gens que j'en suis sûre, j'avais dit ça avant, mais qui adorent Beyoncé. C'est sûr. Et s'ils regardent Beyoncé à son âge, je pense que les différences allaient être assez fines. C'est pas des grandes différences. Bien sûr, il y a des différences culturelles et quoi. Mais quand tu dis que c'est quelqu'un qui veut assumer, qui prend de place, qui est en train de tracer cette semaine, Aya Nakamura, j'en suis sûre qu'elle ne voit pas aujourd'hui, elle se voit où est-ce qu'elle veut être en 50 ans. Tu vois? Pour rebondir sur ce que tu dis, on est beaucoup plus, la société française est beaucoup plus indulgente avec Beyoncé et les Noirs américains. Ça fait bien. C'est trop cool d'être un Noir américain. J'adore son accent d'ailleurs, Karima. Tout le monde me dit ça. Oui. Oh, tu es tellement mignonne. J'étais à 51 ans. Je suis toujours mignonne. Girl, come on now. Et ça, dans et puis, il me balance ça. Excuse-moi, il me balance ça comme je dois prendre ça comme... Et t'es trop contente, quoi. Tu dois dire... Oh, merci. Mais attends, donc avant de recevoir les compliments. Tu es trop militant. Et c'est vrai ce que tu dis. Et pour revenir à ce que je ne sais pas si laquelle d'entre vous disait, la société, voilà, qui naît la société française est beaucoup plus indulgente avec les américaines, femmes américaines, que ce soit pour la grossophobie aussi. Par exemple, une Française qui va s'habiller, ça je l'ai vu, j'ai fait mes petites recherches, une Française qui va se mettre, une Française de forte corpulence qui va se mettre un short découpé, avec son ventre avec et tout. Un crop top. On verra l'américaine. C'est bien ça, c'est stylé. Une femme française qui va décider de créer une mode, je ne sais pas moi, se percer n'importe où, enfin, je sais pas, ça aura plus de mal à décoller qu'une américaine, parce que tout simplement, je ne sais pas si c'est le complexe américain, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que ça passe mieux. Voilà, une femme noire, déjà, c'est peut-être une chance pour les femmes noires américaines de faire des choses qui passeront un peu mieux que la femme française. Bon, après, les chanteuses, il y a comment ça s'appelle, Lizzo, elle s'appelle Lizzo, l'américaine, la rappeuse grosse, là. Elle s'en prend plein la tronche aussi. Grossophobie, plus. Partout. Et puis, je pense que c'est intéressant parce qu'en France, ça passe mieux. Mais avec les expatriés français, les Américaines, ça dépend. Ça dépend.
Parce moi, je suis un peu, je pense que surtout sur la Petite Côte, je suis choquée par le misogynie qui existe, mais quand même, on a autant de couples mixtes. Oui. Tu vois, alors tu allais penser que ça allait ouvrir. Là aussi, il y a la fameuse différence. C'est ça. Ça veut rien et dire. Puis aussi, ce qui me fait mal, c'est que combien de ces couples, tu vas trouver même des exemples de misogynie noire dans ces relations. Exactement. Ici, sur la Petite Côte, là, il y en a beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a le fantasme de la femme noire. La femme noire est toujours animalisée. On aime son corps, on aime sa sensualité. Mais alors, quand tu commences à parler un bon français, et que tu as du vocabulaire, que tu as un cerveau, que tu réfléchis, là, c'est autre chose. Mais tant que tu restes un peu du côté ou bien physique, tu es purement comme ça, physique. Mais par exemple, tu préfères de prendre un peu, je sais pas, tu sais, moi, je suis pour tous. Comment toutes les femmes noires veulent se faire. Exactement. Mais si tu prends une perruque qui est toujours très droite, tu vois, tu défrises ton cheveu. Il n'y a pas de complexité dans ton identité. C'est vraiment copier-coller parce que ça rentre ça passe bien dans ces petites choses. Je trouve dans que les ça cases. passe différemment. Que si tu dis, OK, bon, je suis là, aujourd'hui j'ai mon afro, demain j'ai mon perruque, je fais ce que je veux, j'ai fait des tresses. Tu vois, si tu es dans la complexité de ton identité de femme noire, ça, je trouve que c'est très complexe. C'est très complexe. Les cheveux en France. Les cheveux, c'est compliqué. Tu sais, moi, j'ai passé un entretien à l'époque. J'avais peut-être 18 ans, 20 ans, quand tu cherches un job d'étudiant. Et donc, moi, j'avais mon afro. Et déjà, dans la communauté noire, on me disait tout le temps que, en gros, je n'étais pas bien coiffée. Et je devais passer ça commence déjà dans notre communauté. Et du coup, j'avais un copain, là, il me disait, mais toi, tu vas aller en entretien, ils ne vont jamais te prendre. J'ai dit, ils n'ont qu'à pas me prendre, mais moi, j'y vais avec ma tête comme ça. Bien sûr, ils ne m'ont pas pris. Mais en fait, tu es obligé t'étais obligé, j'espère que ça a changé. Ta fille qui a 23 ans, je ne sais pas si elle te parle de ça. Tu étais obligé de te conformer, effectivement, à l'idée qu'on a d'une femme professionnelle. Et une femme professionnelle, elle n'a pas les cheveux crépus, elle n'a pas ni les Miss, hein. Tu n'as pas vu quand il y a une Miss qui ose venir avec ses cheveux crépus, c'est une histoire. Le jour où, par exemple, même Sonia Rolland, quand elle était obligée d'avoir un chignon, je sais plus, c'est Clémence Bottino, je ne sais pas trop quoi là, elles sont toutes obligées d'avoir les cheveux lisses parce que si elles viennent avec des cheveux crépus au concours de Miss France, ça passe pas. Même Miss Monde, Miss Univers, je ne pense pas qu'elle... Voilà, malheureusement. Les critères de beauté sont encore... Ouais, c'est compliqué. Mais c'est ça, le misogynie noir, c'est que le misogynie noir et les standards de beauté, les standards de beauté permettent justement les misogynies noires. Parce que les standards de beauté disent aussi que si tu es une femme, tu es belle, tu ressembles à ça. Et ça, on sait que c'est jamais nous. Exact. Et je repense à ta fille. Moi, j'étais dans une école française à Thiès. Il n'y avait que des Français, des Canadiens. Et je crois qu'on était donc 3, 4 noirs métissés comme ça. Et en fait, moi, je me prenais pour une blanche. Parce que toutes mes copines étaient blanches. Donc alors, moi, mes cheveux, là, ils ne bougeaient pas. Ça m'énervait, tu vois. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'accrochais des fils comme ça qui tombaient, fils de couture. Ou alors, je mettais une jupe sur la tête. Et je mangeais. T'as fait ça? Et je mangeais à table avec mon père et tout, adoptif, qui était habitué. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais il devait se dire, mais elle est folle et tout. Et heureusement qu'après, j'ai voyagé. Or, c'était en Afrique, comme ta fille. Être obligée de se comparer à des métis. C'est bizarre quand même, tu vois. C'est difficile de se construire avec ça. Puis après, arriver en France, comme tu dis justement, après tu vas te retrouver encore plus face à ces réalités-là. Je ne sais même pas quoi dire. Non, tu voulais dire quoi, Izzy? Du coup, j'ai oublié, j'étais en train... j'étais en train de penser justement pour revenir aux enfants. L'identité pour une petite fille noire, oui, voilà, j'étais en train de me dire que c'est vrai que c'est pas faux. Parce que là, je suis en train de faire le tour en même temps. Je me dis que c'est vrai que ma fille, elle est remplie de copines, d'amis, de copains, métis, etc. Mais c'est vrai qu'encore une fois, comment dirais-je, elle a la tête sous les épaules quand même, ma fille, heureusement. Mais elle est très, très dans le côté, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à la faire venir, dans le petit côté un peu nappy, cheveux crépus, je ne l'ai jamais défrisé. Je ne sais pas si c'est...
à un moment donné, elle a voulu le faire, mais bon, j'ai toujours refusé, parce que moi, je changeais de tête tout le temps, hein, entre les perruques, les défrisages, les changements de couleur, etc. Elle ne se situait pas trop, mais elle n'a jamais, enfin, en tout cas, elle n'a jamais dit qu'elle a ressenti ce besoin d'être blanche, de faire du colorisme, d'avoir les cheveux frisés, etc. Elle n'a jamais... Tu n'as jamais ressenti de complexe par rapport à ça? Jamais, elle ne s'est jamais défrisée, elle n'a jamais voulu le faire. Ouais. Voilà, là, j'étais rentrée dans un débat avec elle, parce que je voulais, comme ça me fatiguait un peu de la coiffer, parce qu'elle ne veut plus aller dans les salons, et que ce soit maman qui la coiffe et tout. Et donc, du coup, bah oui, forcément, je fais du bien à ses cheveux, parce que bon, elle en a assez d'aller dans les salons, après elle se retrouve avec des cheveux cassés, coupés devant, etc. Donc voilà. Et c'est vrai qu'après, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, je me suis dit, moi, avec ma tête qui n'était jamais vraiment une tête afro de noir, j'ai quand même fait un bon travail, puisque j'ai toujours changé de tête. Parce qu'il n'y a pas une amie à moi qui va dire aujourd'hui qu'elle m'a vue avec tout le temps des perruques lisses. J'ai toujours, j'ai été blonde, j'ai été rousse, j'ai été, voilà, franchement, j'ai même eu des faux locks à un moment donné pendant 2 ans, mais c'était des faux, hein, voilà. Donc les gens pensaient que c'était mes cheveux, etc. Donc j'ai toujours fait ça. Et c'est vrai que ma fille, je pense que de manière indirecte, elle s'est pas trop retrouvée dans le côté où elle a voulu, peut-être voulu changer la couleur de sa peau. Voilà, elle est vraiment, ma fille, pour la peine, elle est vraiment africaine. Là, elle tient vraiment. Elle aime les cheveux crépus, elle aime les tresses, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que nous aussi, on va peut-être faire aussi beaucoup attention à l'image aussi que moi, je sais, en tout cas pour ma part, qu'on reflète, hein, puisque c'est très important en tant que femme noire. Et surtout à la manière aussi que l'on s'exprime vis-à-vis des femmes noires et tout. Je sais que je fais très, très attention aussi devant elles. C'est ça. À ne pas dévaloriser les autres femmes. Pas dévaloriser les autres femmes, et surtout quand c'est une femme qui fait quelque chose de bien, toujours, voilà, parce que des fois j'avais une petite tendance aussi à dire, ah oui, mais bon, je ne vais pas trop aller là parce qu'un tel c'est ça, parce que là c'est non, c'est des blancs, non, c'est des je sais pas quoi, non. Elle me dit, oh maman, c'est bon. Des fois je disais, et là de manière indirecte, j'essaie de quand même la mener un peu plus vers le côté un peu africain, un peu, parce que bon, on est en Afrique et tout, et elle s'est un petit peu rendue compte. Parce que l'image qu'on envoie aussi, c'est quand même très important pour faire des femmes de demain. C'est primordial, et pas seulement pour nos filles. Parce qu'en fait, misogynie noire aussi, c'est quelque chose qui est aussi pratiqué par les hommes. Par exemple, il y a des traces de ça dans nos garçons. Tu vois, à qui nos garçons trouvent jolies, à qui nos garçons trouvent belles, qui sont plus intelligents, à qui on entoure, quel type de femmes qu'on entoure nos garçons avec. Parce que, par exemple, pour beaucoup de gens qui vivent à l'extérieur, mais qui vivent ici, j'imagine aussi pour beaucoup de gens, s'ils ne sont pas connectés à leur famille, les seules femmes noires qui sont présentes dans nos vies risquent d'être que, surtout la petite côte, le nounou ou les choses, ça, tu vois. Et si tu ne vois pas une complexité des femmes, ou même ces femmes qui sont de nounou et des autres, comme des femmes. Tout à fait. Pas comme quelqu'un qui est là pour te servir, mais comme une femme qui a une famille, qui travaille, juste comme peut-être ta maman travaille. C'est plus facile de permettre ces gens des idées. Et c'est très, très important. Je dis, même c'est plus important, même à nos filles, que d'éduquer nos garçons. Parce que le monde est fait pour que nos garçons deviennent misogynistes. Ça, c'est sûr. Si on ne dit rien de tout, tout est en place. Parce que ceux que les misogynistes disent que ta maman est là, mais toutes les autres femmes, s'ils ne sont pas ta maman, you know, chaque femme doit trouver son valeur, mais c'est toi qui vas donner les valeurs. Exactement. Mais ta maman est exceptionnelle. Et dès que tu as toujours cette idée d'une femme exceptionnelle, c'est là où tout peut se permettre. Même avec nos garçons, tu vois, par exemple, c'est très facile, comme tu avais dit, je vois ça, je vois même dans l'école, par exemple, entre les filles métisses, tu vois, il y a même une classification entre qui est le plus joli par rapport à qui. Et c'est très important que dans une manière qu'on peut interroger nos enfants. Et pas interroger pour dire, pourquoi tu penses qu'elle est gentille? Parce qu'elle est claire. Mon mari a fait ça à son fils l'autre jour. Je disais à lui, je pense qu'il y a une façon de faire ça plus subtile que ça. On peut avoir plus de délicatesse. Voilà, je pense que c'est là, parce que souvent aussi les enfants aiment ce qu'ils aiment. Et ils ne peuvent pas te mettre de mots, et c'est pas souvent
à cause de couleur ou autre chose. Tu vois, peut-être c'est la fille qui court le plus rapide. Mais il y a une raison, il y a une façon. Mais la meilleure chose, c'est d'exposer nos enfants à tout. C'est ça. Tu vois, voilà, à tout. Tu vois, parce que misogyniste aussi, c'est important. Mais par exemple aussi, il y a un monde des Asiatiques aussi. Les Asiatiques, je pense qu'ils sont en deuxième place pour être aussi exotiques. Il y a toujours l'exotique. Tu vois, et c'est très important qu'on mette les femmes, on mette tous, on expose nos enfants vraiment à les plus des idées de femmes et vraiment aussi... Travailler sur les représentations c'est important. Et je dois dire ça, excuse-moi, je fais un peu de publicité. Mais une chose qui est très importante, c'est que où on met nos enfants à l'école passe ces mêmes valeurs. Parce que il y a une façon que beaucoup de nos écoles passent les valeurs que si tu parles français comme ça, tu es français, tu es blanc, tu habites en France, tu es meilleur comme tu vas un instituteur ou une genre. Parce que j'ai eu cette discussion déjà avec des parents. Qui préférait quelqu'un d'autre parce que cette personne apparaît moins sénégalais comme quelqu'un d'autre. Donc ça passe mieux. Pour eux, ils pensaient, leur présomption, c'est que cette personne allait être une meilleure enseignante ou une meilleure personne. Tu vois que c'est ça qui fait la qualité du Moi, je l'ai aussi avec les enfants. Je l'ai eu avec les enfants en France et ici. En France, donc mon deuxième fils, il pensait aussi qu'il était blanc. Or, il est métis. Pareil, donc je lui ai expliqué, je disais, mais pourquoi et tout et tout. Je dis, regarde, papy, il est noir, ma maman, elle était non. Ici, pareil, mon fils est né en France, mais maintenant, vous savez que le droit du sol n'existe pas en France. Donc, il n'est pas français. Il n'est pas français. Il est né en France, mais de 2 parents étrangers. Effectivement. Donc, il n'est pas français. Donc, il n'est pas français. C'est à partir de ses 13 ans, s'il avait vécu là-bas 5 ans, je ne sais pas quoi. Effectivement. Et en fait, lui, pareil, il a 5 ans, et pourtant, dans son école aussi, qui est une école cosmopolite, il y a de toutes les origines et tout ça. Il veut soutenir l'équipe de France de football. Et moi, je dis, mais tu as vu Sadio Mané? Il dit, non. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ben moi, je suis français, moi. Avec son papa, on l'a regardé, toi, t'es français d'où? On lui a dit, tu vois? Mais tu sens que, tu vois, il dit, non, moi, je suis français. Il a le mauvais parent pour ça, franchement. Tu vois, et nous, avec son papa, on se regarde, on se dit, mais là, il y a un hic, parce que nous, où est-ce qu'il a pêché ça, tu vois? Et malgré tout, finalement, c'est vrai, tu as raison, entre copains, tout ça. Donc, il faut vraiment que même si on est en Afrique, qu'on parle à nos enfants pour leur expliquer. Moi, je lui ai dit, non, tu n'es pas français. Après, il a dit, mais comment et tout? Alors, son papa lui a expliqué tout ça, machin et tout. Et là, il faut que ça rentre dans sa tête. Moi, je pense, comme Izzy disait tout à l'heure, par rapport aux parents, que ta fille se sent vraiment noire, n'a pas de complexe, n'en a jamais eu. Je trouve que c'est peut-être pas forcément par rapport aux parents, parce que nous, on est une famille métisse. Mon mari est blanc, moi, je suis noire. Ça se voit. Oui, c'est sûr. Tu me rassures. On voit que tes deux parents sont noirs. Voilà. Et elle, l'aînée, ma fille, à un moment donné, voulait être blanche. Elle était à Marseille, elle était dans le 8e, dans son école. Elle était peut-être ils étaient peut-être 2 ou 3 noirs. Voilà, noirs. Donc, du coup, elle ne comprenait pas pourquoi son papa n'était pas avec une blanche. Et déjà, dans la tête de l'enfant, il calcule, il s'est dit, mais moi j'ai envie d'avoir les cheveux raides, parce que c'est ça en fait. Moi j'étais obligée de lui faire des tresses ou de lui faire des chignons. Bah oui, on a envie que ça bouge comme nos copines, là, c'est ça. Et donc du coup, dans sa tête, elle a calculé, elle a dit, en fait, si mon papa s'était mis avec une blanche, moi aujourd'hui, je serais peut-être blonde. Donc il a déconné, le gars. Mais c'est ça, en fait. En fait, c'est un calcul. C'est pour ça que c'est important. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a existé. J'en suis sûre que ça n'a pas duré longtemps avec toi. J'en suis convaincue. C'est pour ça que les graines qu'on sème aussi, parce qu'on a envie de dire aussi tous ces gens misogynoires, toute cette misogynoire, en fait, c'est dû à quoi? C'est dû aux personnes qui n'ont pas forcément eu une bonne éducation. Non, parce que moi, je pense que c'est dès la base. Oui. Les dessins animés. Oui, c'est ça. Les dessins que tu as. Et moi, une chose que j'ai toujours remarqué, c'est pas seulement, parce qu'ils ont fait des études, et ils ont dit, c'est pas seulement qu'il y a un noir
ou une Chinoise ou quoi. C'est pas ça. Mais c'est quel rôle ils jouent. C'est ça. Tu know, si dans les dessins animés, les Noirs et tout, ça aide la misogynie. Si la femme, ceux-là qui résoudent tous les mystères, tu vois, comme c'est les petites policiers, je sais pas, pour les enfants, tu vois, toutes les petites séries pour les enfants. Si les super-héros sont toujours là, ça renforce un enfant que tu ne peux pas être. Ça, c'est le rôle de quelqu'un d'autre. Et toi, ton rôle, c'est d'aider la personne qui est centrale. D'être à son service. Et si cette personne centrale, quand on parle de féminisme, est toujours une femme blanche, tu vois, ils ont même fait des études aux États-Unis. C'est ça que je dis, aux États-Unis, on a étudié ça un peu plus. Ils ont dit le nombre de fois que dans une classe, un enseignant va appeler sur des filles blanches ou des garçons blancs. Ça détermine beaucoup de choses sur la performance d'un enfant. Parce que si tu fais comme ça, et il y a une autre femme blanche, il y a tous les biais et tout ça, de qui ils vont appeler. Aussi, il y a le Sénégalais, il y a le Métis, il y a le Français. Il y a tous ces impacts que si tu ne regardes pas, ça joue. Et ce que ça fait, c'est que nos enfants prennent beaucoup ils assimilent ça. Des leçons. Tu vois, et puis en plus, il faut parler de ce qui est absent. Parce que ce qui est absent pèse aussi. Et l'absence d'un programme qui affirme le Sénégal. Je ne parle pas de la journée où on te dit bravo, tout le monde, drapeau Sadio Mané, mais vraiment la culture sénégalaise. Tu vois, la présence de Wolof, tu sais, la présence de toutes les gens qui parlent Wolof dans une école sont seulement les gardiens et les femmes de ménage, tu vois, ou les chauffeurs qui viennent. Tout ça, ça dit aux enfants qu'en fait, il y a une culture qui domine. Et si toi aussi, tu fais partie des gens qui vont être supérieurs, c'est dans cette culture-là. Ça, c'est très important. Je vois à l'école aussi de mon fils. Après, il faut qu'elle termine parce qu'elle a pas fini. Tu n'as pas parlé. Du coup, j'ai même oublié. Je t'en ai regardé les vaches. Et donc, vu qu'on s'entretient. Fini après. Parce que tout près de la voiture de quelqu'un là avec leurs cornes. Et donc, non, mais c'est ce que je voulais dire en fait. Ce que Karima disait, c'est qu'en fait, ces gens-là, l'éducation de base n'a pas été faite pour ça, justement. Comment une personne, à un moment donné, peut amener à pouvoir juger, critiquer une femme noire, inférioriser quelqu'un. Parce que finalement, cette personne à qui on va jeter ses pierres, ce n'est pas forcément des personnes lambda. Bon, après, je ne dis pas que les personnes lambda aussi ne sont pas victimes de ça. Mais on va prendre l'exemple de la personne en question qui est victime actuellement. C'est quand même une personne qui représente quelque chose. Elle représente quoi? Elle représente la femme, une femme justement noire. Parce qu'elle est sortie de la place à laquelle elle était assignée. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, elle représente ça. Et en fait, ces gens-là voient en ça l'image de toutes les femmes potentiellement qui peuvent prendre cette place. Et ça les énerve en quelque sorte. Et c'est ça. Mais moi, je pense parce qu'ils ont été aussi baignés, justement, tu dis, en quelque sorte, ils ne sont pas nés racistes, mais ils ont été aussi baignés justement dans cette culture-là. Dans cette culture-là. Que moi, en tant que petite fille blanche et blonde, même si on ne me l'a pas dit, je sens que ma place, elle est là. C'est ça. Donc, ouais, c'est effectivement, et du coup, la fille noire, en plus qui vient du Mali, qui a grandi en banlieue, etc., comment ça se fait? Elle n'est pas censée être au top. Elle n'est pas censée représenter la France. Voilà, puisque tout ce que j'ai appris dans mon éducation et dans ma culture générale, c'est que cette femme-là, en fait, elle devait être femme de ménage, normalement. Pourquoi elle devient la représentante de la France? Là où je vous retrouve tous, c'est que ce n'est pas la petite fille blanche éduquée dans un milieu blanc qui a cette idée-là. C'est toute une société qui a des fondements. Je veux dire, à la base, il y a les films, les dessins animés, toute l'éducation qui est basée. C'est pour ça que moi, en tant que Sénégalaise, je me retrouve avec ma fille qui me réclame des cheveux raides. Je veux dire, au bout d'un moment, je me dis, il faut quand même agir. Donc, heureusement, elle a fait son chemin, elle a grandi, elle s'est rendue compte. Voilà, c'était une crise passagère. Donc, je viens témoigner ici là-dessus pour pas aussi que des parents s'inquiètent quand ce passage-là arrive, que c'est le fruit de
de la société dans l'environnement dans lequel. Et c'est aussi une interrogation qu'elle te posait. Si tu as pris ça personnellement, si tu as pris ça comme un échec, là, ça allait amener peut-être la fille dans une situation. Mais c'est une interrogation. Elle a dit, mais pourquoi la société dit ça alors que chez moi, c'est comme ça? Et toi, tu as répondu, parce que c'est comme ça. Vas-y, Solange, du coup. Je ne sais plus, donc c'était pour... c'était par rapport à Karima tout à l'heure. Ah oui, ce que j'avais apprécié quand j'étais allée dans ton école... et que je crois que c'est ton mot de la fin, d'ailleurs. Ah, j'avais un deuxième mot. Alors, vas-y. Et après, on refait un tour. D'accord. Alors, pour l'école, ce que j'avais trouvé vraiment génial avec les Américains, vous êtes vraiment loin, c'est que j'ai vu pour la première fois des crayons de couleur avec différents types de couleurs pour colorier les bonhommes que les enfants font. Tu as un peu plus jaune, un peu plus marron, un peu plus noir. Là. Et je trouve que c'est bien parce qu'en France, en général, c'est tu as noir ou marron. Et alors, quand tu veux te représenter, toi, peut-être que tu es un peu plus, tu ne peux pas. L'autre chose, c'était les pansements aussi. À l'école, il y avait des pansements noirs. Là, et ça, ce sont des choses... voilà, et je trouve ça génial. Voilà. Et pour le mot de la fin, pour aller vite, je vais dire, ce qui est embêtant dans cette histoire-là de misogynie noire, c'est que finalement, nous, les femmes afro, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'arrive plus finalement à être libre. Parce que moi, personnellement, je suis pour que la femme noire puisse avoir sa place, la place qu'elle mérite partout dans le monde. Mais si j'ai envie de porter une perruque aujourd'hui raide, c'est ça. Si j'ai envie de me défriser les cheveux parce que c'est plus pratique pour moi tous les jours, j'ai envie d'être libre de le faire. Ça me gêne en fait de me dire qu'à cause d'eux, je dois faire un nanan, parce que moi j'aime être libre et j'aime beaucoup la facilité. Donc soit je me rase la tête, soit je me défrise quand c'est trop emmêlé et que j'attache tous les jours. Mais au fond, moi, je me sens, impliquée dans cette lutte. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que même au Sénégal, quand on appelle une femme de ménage une fatou, moi ça sur les réseaux sociaux, je suis en train de répondre. Parce qu'une fatou peut être ingénieure. Pourquoi on appelle une femme de ménage une fatou? Ça aussi, c'est de la misogynie. Ça, c'est extrêmement raciste. Mais je n'ai toujours pas compris le sens d'où ça vient, ça. Parce que pour eux, toutes les filles qui faisaient le ménage à l'époque, comme il y a beaucoup de fatou, Fatoumata, fatou. Mais elles ne s'appellent pas toutes fatou. Oui, peut-être qu'à un moment donné, voilà, donc pour elles, voilà, c'est du racisme. C'est comme si on appelait toutes les blondes Marie. Mais oui, je fais allusion à personne, la France, là, attention. C'est comme si on appelait toutes les blondes Marie. Et donc, il faut lutter. Moi, je dis, quand tu vois ça quelque part, c'est mon mot de la fin, lutter, apprendre à nos enfants à lutter contre ça. Aussi, appeler un noir, pas un black. Pourquoi on dit un black et on dit pas un white? Un noir est un noir, un blanc est un blanc. Si on veut être plus précis au niveau français, on va dire caucasien, Je ne suis pas noir, je suis marron. On est content marron foncé, marron mais clair. Mais pourquoi on va dire je suis avec un black? Donc un white. Aux Antilles, c'est vrai que c'est encore plus compliqué le colorisme. Mais voilà, ça c'est le mot de la fin. Luttons pour ça, mais restons quand même libres. Si demain je veux mettre une perruque verte, moi, je mets ma perruque verte. Rasez votre crâne, mettez un chapeau. Mais je continue. Te chambrer, mais ça voilà, on me chambre, mais je dirais moi, au fond, voilà. Je suis qui je suis. Voilà mon mot de la fin. Super, merci beaucoup. La militante, là, elle est... On essaie de rester calme. Non, c'est surtout le mot fatou. À chaque fois que je parle de ça, non, ça c'est grave. Ça m'énerve à un point ça, c'est très grave. Mais bon. Mais moi, c'est pareil. Là-dessus, je reprends. Parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est fatigant aussi de toujours reprendre. Mais des fois, on m'envoie des trucs que tu ne peux pas laisser passer. On m'envoie des messages privés, on dit oui, non, mais moi, je le dis comme ça. Et tout. Je dis non, mais justement, faut pas. Femme de ménage, lingère, cuisinière. Entre fatou et bonne. Ah oui, bonne aussi. Voilà. Moi, je peux plus, quoi. En dualité. Je peux plus. Surtout que quand ça vient d'autres femmes, bon, l'émission est finie, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Là, on a trop de choses. Encore une fois, quand ça vient aussi d'autres femmes qui ont intériorisé des normes entre elles, elle est là et moi je suis là, etc. Mais c'est inconscient souvent. C'est inconscient souvent. C'est de l'ignorance aussi des fois. C'est terrible. Il faut qu'ils aillent à l'université, ils vont voir toutes les fatous qui sont en train de devenir futurs médecins à l'université et tout ça. Voilà. Ok, merci pour ton mot de la fin. Merci. Moi, vas-y, enchaîne, je te sens bien là. Je te sens bien. Non, je ne sais pas quoi dire en mot de la fin. L'émission, elle est un peu courte, parce qu'il y a plein de choses à dire. Parce que plus on en parle, plus on se rend compte quand même qu'il y a des choses à dire. C'est un vaste sujet. Voilà, parce que je trouve même que le terme là que tu emploies, je le trouve même trop simple. Trop réducteur. Trop réducteur comparé à tout ce qui se passe. Toutes les réalités, Donc oui, c'est sûr que la misogynie noire, ça met l'accent sur une intersection. Mais c'est vrai que dans le racisme de manière générale, dans la xénophobie de manière générale, il y a énormément de situations qui ne sont peut-être pas représentées dans ce terme-là. Mais c'est vrai que
moi, je voulais vraiment parler de ça parce que pour le coup, il y a un vrai sujet, quoi, sur la femme noire, en termes de racisme, de représentation négative, etc. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, je trouve qu'on est encore aujourd'hui en train de se battre pour être respectée en tant que femme noire. Et bon, déjà, être une femme, c'est quelque chose. Quand tu es une femme noire, c'est encore un autre combat, quoi. Mais non, mais peut-être. Mais je dirais pas de mots de la fin parce qu'on va faire une prochaine émission. Ouais. Il y a encore trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. C'est vrai. On fera une deuxième partie. Peut-être un mot de la fin? Oui, moi j'avais vraiment envie de nous inviter à la vigilance dans tout ce que nous posons comme acte au jour le jour, dans nos choix de mots, dans nos choix éducatifs, comme on dirait, dans tous nos choix, en fait. De faire des choix en conscience. Oui, en conscience, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on va en parler pendant 3 quarts d'heure que ça va disparaître. Tout à fait. Et donc, à partir de là, en quittant ce plateau, ce serait bien qu'on le... que ça chemine. Qu'on le conscientialise. Qu'on le conscientise. Oui, qu'on le conscientise. Dans nos actes, dans nos choix, dans nos décisions, dans comment on accompagne nos enfants. Parce que c'est eux qui en parleront ou qui le subiront dans la société de demain. Je pense que c'est important. Très sage mot de la fin, comme d'habitude. Tes mots de la fin m'avaient manqué. Ça toujours empreint de sagesse, toujours de positivité. Je te jure. Et toi, Karima? Karima, elle a la pression après ça. Je rejoins Kiné et vous tous vraiment avec de potentielles solutions. Je pense que souvent aussi, comme misogynie noire, c'est contre les femmes noires, que nous aussi, on prend nos repères comme des femmes noires sur un plan global. C'est pas parce qu'on habite en France ou au 16e ou je ne sais pas, les autres quartiers que vous avez mentionnés, ou on habite aux États-Unis, que notre idée de c'est quoi une femme noire doit être limitée à juste ces petites représentations. Tu vois, ce débat de misogynie noire, ça date. C'est des siècles et des siècles et des siècles, tu vois. Mais aussi, il y a des champions qu'on peut se référer, tu vois. Il y avait cette film-là sur la femme roi, I don't know, The Woman King, pourquoi, que Viola Davis avait fait, sur les Amazones qui étaient au Bénin, tu vois, ici au Sénégal. Même si ça change et on sait que la colonisation a amené quelque chose en termes de couleur, mais ici quand même, il y a cette idée d'une femme qui est très noire, très très belle. Tu vois, on a beaucoup de ces images des anciennes, pareil, aux Antilles. C'est très important que comme des femmes noires, on ne se limite pas à ce que la société nous donne. Un peu notre devoir pour nous et comme nos enfants et comme des parents, c'est de puiser où il y en a. Et de donner le maximum des images, le maximum des histoires, et pour nous-mêmes, parce que, comme vous avez dit, je rejoins tellement, la liberté, c'est pas que tout le monde a de l'ox. La liberté, c'est comme de femme, je peux me définir comme je veux, Et en fait, c'est parce qu'en fait, dans le monde, des femmes noires, on a toute couleur, on a toute complexion, tout accent, toute façon, tout type de société. Vraiment, dès que quelqu'un donne quelque chose limite, si c'est toi qui décides de rester là-bas, à cet âge-là, surtout avec l'Internet, surtout avec cette génération qui puise partout, prendre des autres référents. Tu vois pourquoi Aya Nakamura peut être comme ça? C'est parce qu'elle sait que ça, c'est des paroles, mais tous ces gens qui parlent, elle sait que c'est pas que des Noirs qui achètent. Elle sait que justement, son base est large. So, tu vois aussi, nous aussi, on doit être large dans la construction de qui nous sommes. Ne pas se laisser enfermer dans... Non, si quelqu'un dit que tu dois être comme ça, si tu n'as jamais trouvé noir américain comme moi, sénégalo, I don't know quoi, tu vois, c'est ton problème, c'est pas les miens. Tu vois, ça c'est ton problème. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je dirais comme mot de la fin, les jaloux vont maigrir. C'est toi qui m'as envoyé le truc? Non, je ne sais plus. Il n'y a pas de bonne phrase. Ils doivent être tellement maigres maintenant. Aya Nakamura, en tout cas, moi, je te kiffe. Moi, j'écoute ces sons dans la voiture à fond. Ah ouais.
Ah, ça, c'est hypée, je suis hypée. Moi, je ne l'écoute pas, mais je compatis. Alors, moi, comme j'ai toujours faut différencier l'artiste. C'est autre chose. C'est pas ta référence. À la semaine prochaine. Bye bye. En tout cas, qu'on l'aime ou pas.